Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Alain Minc, bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les sujets ne manquent pas ce matin. Alors, on va commencer par la polémique. Au fond, vous incarnez un petit peu, livre après livre, réflexion après réflexion, ce que déteste le Front National. C'est pas une agression d'entrée, mais l'establishment, la proximité avec les entreprises, la proximité avec le monde politique, c'est tout ce qu'ils veulent défaire. Et évidemment aussi, vous l'avez aussi expliqué livre après livre, la proximité avec l'Europe que vous défendez. Ce matin, on a l'impression, non pas que vous êtes mort, parce que vous êtes bien vivant face à moi, mais que ça pose quand même un problème au pays, tout ça. Écoutez, la première chose, c'est qu'il faut, si on pense à l'Europe, penser à la flétrissure que nous portons, nous Français. Vous imaginez le regard des autres, le regard des Allemands, le regard des Italiens, le regard des Espagnols? Pas celui des Anglais. Hein. Pas celui des Anglais, mais les Anglais sont dedans, dehors. La deuxième chose, c'est comment va faire la semaine prochaine à Bruxelles notre président de la République, qui va peser 14% d'un pays malade. Je veux dire, c'est affligeant. La troisième chose, c'est qu'on est tous un peu responsables de ça. Les hommes politiques qui ont fait de Bruxelles un bouc émissaire, les médias qui ont mis en scène, évidemment, la théâtralisation du Front National. Je pense à ce journal du soir qui a un sondage où les Français disent qu'ils sont à 74% pour l'euro et qui titre « Scepticisme des Français ». En effet, nous n'avons pas mené ce combat comme il fallait ou suffisamment et on en est tous responsables. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même raison garder. Ce pays est un pays où il y a toujours eu 30% de voix populistes. Si vous ajoutez les voix du Front National et les voix de M. Mélenchon, car c'est au fond la même chose, ça fait 30%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Front National... Mais si vous ajoutez les voix, par exemple, du MoDem et celles de l'UMP, ça fait 30% aussi. Donc on est quand même... on est à front égal alors qu'il y a 10 ans... Non, il y a toujours eu en France, depuis quand le Parti communiste dominait le pays, il y a toujours eu une trentaine de pourcents de voix populistes. Le seul problème, c'est que ces voix populistes ont basculé de la gauche à la droite. Quand on voit le score incroyable du Front National chez les ouvriers, qu'est-ce que c'est? Il a pris les bases sociales de la gauche. Donc, on ne peut pas s'en réjouir, mais on ne peut pas non plus penser que la vague brune nous menace. Alors, question, puisque maintenant les questions sont nombreuses. D'abord, est-ce que vous considérez que le quinquennat de François Hollande peut aller jusqu'à son terme dans les conditions qui sont celles de ce matin? Je pense que le problème de François Hollande, il est avec la gauche du Parti socialiste, puisque la seule réaction que la gauche du Parti socialiste donne au traumatisme qu'ils viennent de subir, c'est il faut abandonner les 3%, il faut abandonner la rigueur budgétaire, il faut faire un pied de nez au monde entier avec de la relance. Vont-ils voter à ce moment-là les budgets successifs de M. Valls? Donc votre hypothèse ce matin, c'est qu'ils vont faire chuter le gouvernement? C'est un souhait ou c'est un pronostic? Je suis depuis longtemps convaincu que quand un gouvernement commence avec 100 dissidents, il termine avec beaucoup plus de 100 dissidents. Donc je suis convaincu qu'un jour, il y aura un certain nombre de députés socialistes qui préféreront mourir étendard à la main en 2015 ou 2016 plutôt qu'attendre 2017. Il y aura dissolution et cohabitation. Et vous pensez que cette dissolution, elle va intervenir quand dans les jours qui viennent? J'en sais rien. Non, c'est le jour où les socialistes mettront à bas le gouvernement de M. Valls, non pas en votant contre, en s'abstenant massivement. Ils n'ont même pas été capables d'accepter une mesure qui est une désindexation des retraites de 0,6%. Or, dans le plan qui a été présenté, il n'y avait aucune mesure précise. Alors, avant qu'on écoute justement... Donc c'est par là que ça viendra. Ce n'est pas une dissolution pour répondre aux desiderata de Mme Le Pen. Ou de Hervé Morin, un certain nombre de centristes qui la réclament aussi. Non, il a même demandé la démission du président de la République, mais là, je pense qu'il avait quand même bu un coup de trop. Alors, nous allons réécouter Manuel Valls ensemble dans un instant, mais je voudrais quand même qu'on réfléchisse à l'évolution de tout ça, puisque vous l'avez déjà mise en perspective. Giscard... Enfin, je vais en parvenir avant. Giscard, Mitterrand, au fond, le scepticisme à l'égard de l'Europe existait, mais ce scepticisme a été, j'allais dire, endigué par les différents présidents de la République jusqu'au début des années 90. À partir de Jacques Chirac, ça a commencé à changer assez sensiblement avec l'échec du référendum de 2005. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, au fond, que le point central de tout ça, c'est la faiblesse du président aujourd'hui ? Non, c'est la faiblesse du président. Au fond, quand le prof n'a pas l'autorité, les élèves chahutent et les élèves, c'est nous. Non, c'est vrai, mais c'est aussi quand même le fait que la classe politique de droite et de gauche, comme je l'ai dit, s'est fait un plaisir de dire c'est la faute à Bruxelles. C'est-à-dire qu'à Paris, on dit c'est la faute à Bruxelles, et quand on est à Bruxelles, on négocie, espère-t-on, le moins mal possible. Je veux dire, dans les autres pays, on a assumé l'Europe. Quand vous voyez que cette vague populiste, c'est d'ailleurs très intéressant, s'arrête aux frontières de 3 pays. L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. C'est-à-dire des pays qui, eux, ont une mémoire historique.
C'est-à-dire une mémoire historique qui est celle de Une l'extrême mémoire droite. historique de l'extrême droite. Oui, mais par exemple, en Allemagne, vous avez un député nazi qui va arriver au Parlement. Oui, bon, avec c'est du- 0,5% des voix. Je veux dire, en Allemagne, quand vous pensez qu'avec une grande coalition en Allemagne, vous avez le parti anti-euro qui monte à 6,5%, ce qui est rien, parce que la grande coalition provoque les extrêmes, vous vous dites, la sérénité démocratique, elle n'est pas de ce côté-ci du Rhin. Mais il n'y a aucun moment, vous vous dites ce matin, avec quand même la lucidité qui peut vous caractériser, que finalement l'Europe est une bérésina dont les Européens ne veulent plus. Non, l'Europe n'est pas Vous une dites là, c'est bérésina. la faute du journal télévisé, mais personne ne va rentrer. Attendez, personne ne dit, vous, moi, Monsieur Hollande, Monsieur Copé, Monsieur Sarkozy, Monsieur Juppé, qui hurle cette chose simple, s'il n'y avait pas eu l'Europe, ce pays n'aurait pas connu une récession de moins 2%, mais une récession de moins 15 ou moins 20%. Qui dit aux agriculteurs... Et pourquoi ce n'est pas audible? Parce que nous ne le disons pas. Qui dit aux agriculteurs de laine qui votent à 40% pour le Front National que s'il n'y avait pas l'Europe, ils auraient été en faillite? Qui dit que l'euro nous a protégés? Et d'ailleurs, les Français sont lucides puisqu'ils sont à 74% pour l'euro. Et pourquoi le chômage est moins fort hors zone euro? Mais le chômage est moins fort dans d'autres pays parce que les autres... J'ai dit hors zone euro. Hors zone euro, non, ça c'est une comparaison qui ne tient pas parce qu'en voilà, zone euro... pour moi. Absolument, parce qu'en zone euro, vous avez des pays qui font bien mieux que les États-Unis. La seule chose, c'est qu'ils ont fait les efforts internes. Qui dit que le problème, ça n'est pas Bruxelles? Le slogan qui consiste à dire « nous voulons une autre Europe » est un slogan idiot. Nous voulons une autre France qui fasse son boulot dans une Europe qui reste un pôle de stabilité. Et dernier point à la main, comment vous expliquez quand même la relative débâcle de l'opposition classique que vous incarnez, je ne dis pas à titre politique, mais à titre, j'allais dire presque philosophique? C'est-à-dire le MoDem, l'UMP. Écoutez, il y a quand même une petite addition à faire. Est-ce qu'il suffit de se dire, en attendant Nicolas Sarkozy, ça va s'arranger? Ce n'est pas un sujet d'homme. Vous avez quand même l'ensemble des partis pro-européens qui représentent là plus de 55% des voix. UMP, socialistes, écolos, qui sont sur le sujet européen très clair, et centristes. Donc, je ne dis pas ça pour que nous nous rassurions, mais il ne faut pas penser quand même que la France, comme vous le laissez entendre, est unanimement anti-européenne. Je n'ai pas les dit. Je vous ai posé une question. Non, mais je m'amuse. Merci Alain Minc d'être venu donc ce matin dans le studio de Radio Classique, comme souvent, donc après les grands scrutins électoraux. Bonne journée à vous, suivant l'expression sincère et consacrée. 7h47 en direct dans un